J'étais là, debout sur le trottoir, regardant mes vêtements éparpillés partout, mes photos de famille piétinées, mes souvenirs jetés comme des ordures. Mon propre fils, celui que j'ai élevé seul pendant tant d'années, venait de me dire que sa belle-mère allait prendre ma place dans ma propre maison. Cette femme qui m'avait toujours détesté allait dormir dans mon lit pendant que moi, à 68 ans, je me retrouvais à la rue comme une mendiante. Mais ce que mon fils ne savait pas, c'est que j'avais un secret qui allait tout changer. Continuer avec mon histoire, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez ce genre d'histoire vraie, laissez un like sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette histoire. Maintenant, laissez-moi vous raconter depuis le début comment j'en suis arrivée là. Je m'appelle Françoise et j'ai 68 ans. Ma vie n'a jamais été facile, mais je n'ai jamais baissé les bras. Quand mon mari Pierre est mort il y a 25 ans, notre fils Thomas n'avait que 15 ans. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec un adolescent à élever et une maison à payer. Pierre était architecte et nous vivions confortablement à Lyon, dans un bel appartement du 6e arrondissement. Mais après sa mort, j'ai dû tout recommencer. J'ai travaillé comme comptable dans une entreprise de textile pendant des années, faisant des heures supplémentaires pour que Thomas ne manque de rien. Je voulais qu'il ait une belle éducation, qu'il puisse aller à l'université, qu'il réalise ses rêves. J'ai sacrifié mes week-ends, mes vacances, mes propres désirs pour lui offrir la meilleure vie possible. Thomas était un bon garçon, intelligent et travailleur. Il a fait des études d'ingénieur et j'étais tellement fière de lui. Quand il a trouvé un excellent poste dans une grande entreprise à Lyon, j'ai pleuré de joie. Tous mes sacrifices avaient porté leurs fruits. Mon fils avait réussi et c'était tout ce qui comptait pour moi. Les années ont passé et j'ai pris ma retraite à 63 ans. J'avais enfin un peu de temps pour moi, pour profiter de la vie. Je faisais du jardinage sur mon petit balcon, je lisais beaucoup, je voyais mes amis pour prendre le café. Thomas venait me voir régulièrement. Nous déjeunions ensemble le dimanche. C'était une vie simple mais heureuse. Puis, il y a 3 ans, Thomas m'a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Céline et travaillait dans la même entreprise que lui. J'étais contente pour mon fils, vraiment. Il méritait d'être heureux et de fonder sa propre famille. Quand il me l'a présenté pour la première fois, j'ai tout de suite senti quelque chose d'étrange. Céline était polie mais distante. Elle me regardait avec une sorte de jugement dans les yeux. Je me souviens de ce premier déjeuner chez moi. J'avais préparé un bœuf bourguignon, la spécialité que Thomas adorait depuis qu'il était petit. Céline a à peine touché à son assiette et a fait un commentaire sur le fait que c'était trop lourd, trop riche. Thomas a ri nerveusement et a changé de sujet, mais j'ai vu quelque chose dans son regard, une gêne que je n'avais jamais vue auparavant. Malgré tout, je me suis dit que c'était normal, que les débuts sont toujours un peu difficiles. Je voulais faire des efforts pour Céline, pour que nous ayons une bonne relation. Mais plus le temps passait, plus je sentais qu'elle me repoussait. Elle trouvait toujours des excuses pour ne pas venir au repas de famille. Elle répondait à peine quand je lui posais des questions. Elle changeait de sujet quand je parlais de mon passé ou de l'enfance de Thomas. Un jour, j'ai entendu une conversation téléphonique entre Thomas et elle alors que j'étais dans la cuisine. Elle disait qu'elle en avait assez de devoir passer du temps avec moi, que j'étais trop présente dans leur vie, que je devais comprendre qu'ils avaient besoin d'espace. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Je ne voulais pas être un poids pour mon fils. Je voulais juste faire partie de sa vie. Après cette conversation, j'ai commencé à espacer mes visites, à refuser certaines invitations pour leur donner plus d'intimité. Thomas semblait soulagé et cela me faisait mal, mais je me disais que c'était pour son bonheur. Puis ils se sont mariés il y a 2 ans. C'était une belle cérémonie à la mairie de Lyon, suivie d'une réception dans un restaurant élégant près des quais de la Saône. J'avais mis ma plus belle robe et j'avais le sourire aux lèvres, même si au fond de moi, quelque chose me disait que ce mariage allait changer beaucoup de choses. Et j'avais raison. Après le mariage, Thomas est devenu de plus en plus distant. Il ne venait plus déjeuner le dimanche, il ne m'appelait plus aussi souvent. Quand je lui téléphonais, il était toujours pressé, toujours occupé. Céline était toujours là en arrière-plan, je l'entendais dire quelque chose et Thomas raccrochait rapidement. Je voyais mon fils s'éloigner de moi petit à petit et je ne savais pas quoi faire pour le retenir. Mais le pire était encore à venir, et ce qui allait se passer dépasserait toutes mes craintes. Il y a 6 mois, Thomas m'a téléphoné un soir. Sa voix était différente, plus froide,
plus formel. Il m'a dit qu'il fallait qu'on parle de quelque chose d'important et qu'il passerait me voir le lendemain. J'ai passé toute la nuit à me demander ce qui se passait. Peut-être qu'ils attendaient un bébé et qu'ils voulaient m'annoncer la nouvelle en personne. Peut-être qu'ils avaient des problèmes et qu'il avait besoin de mes conseils. Je n'aurais jamais imaginé ce qu'il allait vraiment me dire. Le lendemain, Thomas est arrivé avec Céline. C'était déjà mauvais signe, elle ne venait jamais chez moi. Ils se sont assis sur mon canapé et Thomas a commencé à parler. Il m'a dit que leur situation avait changé, que la mère de Céline, Martine, avait des problèmes de santé et qu'elle ne pouvait plus vivre seule. Ils cherchaient une solution et ils avaient pensé à quelque chose. Mon cœur battait vite, j'avais un mauvais pressentiment. Puis Thomas a lâché la bombe. Il m'a dit que Martine allait venir habiter chez eux, dans leur appartement de 3 chambres, et que pour faire de la place, ils avaient besoin que je leur laisse ma maison. Je suis restée sans voix pendant plusieurs secondes. Ma maison, celle pour laquelle j'avais travaillé pendant des années, celle où j'avais élevé Thomas, celle qui contenait tous mes souvenirs avec Pierre. Thomas continuait à parler, expliquant que leur appartement était trop petit pour accueillir Martine avec tout son équipement médical, qu'ils avaient besoin d'espace, que ma maison était parfaite avec ses 3 chambres et son jardin. Il a ajouté que je pourrais aller vivre dans leur ancien appartement, un petit 2 pièces dans un quartier moins agréable de Lyon. J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais mis au monde, que j'avais nourri, éduqué, consolé pendant toutes ces années, et je ne le reconnaissais plus. Céline était assise à côté de lui, un sourire satisfait sur les lèvres. Elle n'a rien dit pendant toute la conversation, mais je voyais bien que c'était elle qui était derrière tout ça. J'ai essayé de parler, de leur expliquer que cette maison était tout ce qui me restait de mon ancienne vie, que je ne pouvais pas partir comme ça. Thomas a coupé court en me disant que j'étais égoïste, que je pensais toujours à moi, que sa belle-mère avait besoin d'aide et que la famille devait se serrer les coudes. Les semaines suivantes ont été un cauchemar. Thomas me téléphonait tous les jours pour me mettre la pression. Il me disait que Martine allait de plus en plus mal, que c'était urgent, que je devais comprendre la situation. Céline avait même commencé à envoyer des messages à mes amis du quartier, racontant que j'étais une mère difficile qui refusait d'aider sa belle-fille dans un moment compliqué. J'entendais les regards des voisins changer quand je sortais faire mes courses. Certaines personnes que je connaissais depuis des années me saluaient à peine. Je me sentais isolée, incomprise, trahie. J'ai essayé de tenir bon, de leur expliquer que je pouvais les aider autrement, que je pouvais contribuer financièrement pour trouver une solution pour Martine, mais Thomas ne voulait rien entendre. Il répétait sans cesse que ma maison était la seule option, que je devais faire ce sacrifice pour la famille. Un soir, alors que j'étais au téléphone avec une de mes dernières amies fidèles, Thomas est arrivé chez moi sans prévenir. Il avait un trousseau de clés à la main, les doubles que je lui avais donnés il y a des années en cas d'urgence. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que j'avais 1 semaine pour partir. J'étais sous le choc. Mon propre fils me donnait 1 semaine pour quitter ma maison. Je lui ai demandé comment il pouvait me faire ça, comment il pouvait oublier tout ce que j'avais fait pour lui. Il m'a répondu que justement, j'avais fait beaucoup pour lui, et que maintenant c'était à mon tour de faire quelque chose pour sa famille. Céline est entrée derrière lui, elle avait déjà commencé à prendre des mesures des pièces avec son téléphone. Elle parlait de refaire la décoration, de transformer ma chambre en suite parentale, de jeter mes vieux meubles pour mettre des choses plus modernes. J'avais l'impression de vivre un cauchemar éveillé. Comment en étais-je arrivée là? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon salon, regardant toutes les photos sur les murs, tous les objets qui racontèrent ma vie. La semaine est passée comme un brouillard. Thomas venait tous les jours, vérifiant que je préparais mes affaires. Il avait déjà fait venir des déménageurs pour m'aider, comme si j'avais accepté. Je me sentais piégée, manipulée, abandonnée. Et puis est arrivé ce jour terrible, celui qui allait tout changer. C'était un samedi matin ensoleillé, le genre de journée où normalement j'aurais été dans mon petit jardin à m'occuper de mes rosiers. Mais ce matin-là, j'étais dans ma chambre, entourée de cartons à moitié remplis, le cœur lourd. Thomas avait annoncé qu'il viendrait avec Céline et Martine pour visiter la maison et commencer à planifier leur installation. J'avais passé la nuit précédente à pleurer, me demandant comment mon fils avait pu devenir cet homme froid et calculateur.
Vers 10 heures, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Thomas était entré avec ses clés sans même sonner. J'ai descendu les escaliers et je les ai vus tous les trois dans mon salon. Martine était une femme d'environ 65 ans, bien portante et visiblement en bonne santé malgré ce qu'on m'avait raconté. Elle se promenait dans ma maison en touchant mes affaires, faisant des commentaires sur ce qu'elle allait garder et ce qu'elle allait jeter. Céline avait un grand sourire et elle prenait des photos de chaque pièce. Thomas évitait mon regard. Je suis restée là, figée, incapable de parler. C'est alors que Martine s'est tournée vers moi et m'a dit avec un ton condescendant que ma maison avait du potentiel, mais qu'elle aurait besoin de beaucoup de travaux pour être vraiment belle. Elle a ajouté que de toute façon, à mon âge, je n'avais plus besoin d'autant d'espace. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. J'ai regardé mon fils et je lui ai demandé s'il se rendait compte de ce qu'il était en train de faire. Thomas a soupiré et m'a répondu que j'étais dramatique, que je devais arrêter de faire ma victime. Céline s'est approchée et m'a dit avec un sourire faux que je devrais être contente, que leur petit appartement était très mignon et que je serais bien là-bas. Elle a ajouté que de toute façon, je passais mes journées seule, que je n'avais pas besoin d'une grande maison. J'ai senti les larmes monter, mais je les ai retenues. Je ne voulais pas leur donner cette satisfaction. J'ai dit à Thomas que j'avais besoin de lui parler seul à seul. Il a hésité, mais Céline lui a fait signe que c'était bon. Nous sommes sortis dans le jardin, et là, j'ai essayé une dernière fois de le raisonner. Je lui ai parlé de son père, de tout ce que nous avions construit ensemble, de tous les sacrifices que j'avais faits pour lui. Thomas m'a coupé brutalement en me disant que justement, j'utilisais toujours ça contre lui, que j'étais une mère manipulatrice qui se servait du passé pour le culpabiliser. Ces mots m'ont transpercé comme des couteaux. Mon fils, mon unique enfant, celui pour qui j'aurais donné ma vie, me traitait de manipulatrice. J'ai compris à ce moment-là que Céline avait réussi à le retourner complètement contre moi. Elle avait dû lui mettre toutes ses idées dans la tête, lui faire croire que j'étais un fardeau, une mère étouffante. Je suis rentrée dans la maison, j'ai pris mon sac et mes clés, et je suis partie. J'avais besoin de réfléchir, de m'éloigner de cette situation toxique. Je suis allée chez ma sœur Eliane qui habite à Villeurbanne. Elle m'a accueillie les bras ouverts et j'ai tout déballé. Eliane était furieuse contre Thomas. Elle m'a dit que je ne devais pas céder, que c'était ma maison et que personne ne pouvait me forcer à partir. Mais moi, j'étais épuisée, vidée. Je ne savais plus quoi faire. Eliane m'a fait du thé et nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a rappelé que j'avais toujours été forte, que j'avais survécu à la mort de Pierre, que j'avais élevé Thomas seul, que j'avais travaillé dur toute ma vie. Elle m'a dit que je méritais de garder ma maison et ma dignité. Je suis restée chez Eliane pendant 3 jours. Thomas m'a appelé plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu. Céline m'a envoyé des messages menaçants, disant que si je ne revenais pas rapidement, ils allaient faire changer les serrures. Le 3e jour, Eliane m'a convaincue de rentrer, de tenir bon et de ne pas me laisser faire. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai eu un choc terrible. La serrure avait été changée. Mes clés ne fonctionnèrent plus. J'ai sonné à ma propre porte et c'est Céline qui m'a ouvert. Elle m'a dit avec un sourire méchant que Thomas et elle avaient décidé d'accélérer les choses, que Martine avait besoin de s'installer rapidement. Elle m'a tendu un sac avec quelques-unes de mes affaires personnelles et m'a dit que le reste serait mis dans un box de stockage. J'étais abasourdie. Comment pouvait-il faire ça? Comment mon fils pouvait-il me traiter ainsi? J'ai demandé à voir Thomas, mais Céline m'a répondu qu'il était au travail et qu'il ne voulait plus me parler. Elle a ajouté que j'avais eu ma chance, que j'aurais dû coopérer et que maintenant c'était trop tard. Puis elle a claqué la porte au nez. Je me suis retrouvée là, sur le perron de ma propre maison, avec un petit sac contenant à peine de quoi tenir quelques jours. Mais ce que personne ne savait, c'est que j'avais un atout dans ma manche, quelque chose que j'avais gardé secret toutes ces années. Je suis retournée chez Eliane en état de choc. Elle était outrée par ce qui venait de se passer et voulait immédiatement appeler la police. Mais je l'ai arrêtée. J'avais besoin de réfléchir calmement à la situation. Cette nuit-là, allongée dans la chambre d'amis d'Eliane, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. Comment en étais-je arrivée là? Comment mon fils avait-il pu devenir si cruel? Et surtout, pourquoi avais-je laissé faire? Le lendemain matin, j'ai pris une décision.
J'allais me battre, mais pas de la manière qu'ils attendaient. J'avais un secret que personne ne connaissait, pas même Thomas. Quand Pierre était mort il y a 25 ans, il m'avait laissé bien plus que notre maison. Il avait aussi investi dans plusieurs propriétés avant sa mort, des appartements qu'il louait et qui me rapportaient un revenu mensuel confortable. J'avais toujours gardé ça secret, mettant l'argent de côté sur un compte séparé. Je voulais que Thomas apprenne la valeur du travail, qu'il ne devienne pas dépendant de l'argent facile. J'avais prévu de tout lui léguer à ma mort, mais maintenant, après ce qu'il m'avait fait, je devais reconsidérer mes plans. J'ai appelé mon notaire, Maître Dubois, un homme de confiance qui connaissait toute ma situation financière. Je lui ai expliqué ce qui se passait et il était scandalisé. Il m'a dit que Thomas n'avait aucun droit légal de me forcer à quitter ma maison et qu'il fallait agir rapidement. Nous avons pris rendez-vous pour le lendemain. Dans son bureau élégant du centre de Lyon, Maître Dubois a sorti tous les documents concernant ma maison. Il m'a expliqué que la maison était entièrement à mon nom, que Thomas n'avait aucun droit dessus tant que j'étais en vie. Le fait qu'il ait changé les serrures et m'ait empêché d'entrer constituait une violation grave. Nous pouvions porter plainte et il serait forcé de me rendre l'accès immédiatement. Mais j'avais une autre idée. Je voulais que Thomas et Céline comprennent vraiment ce qu'ils avaient fait. Maître Dubois m'a écouté attentivement et a souri. Il m'a dit que mon plan était risqué, mais qu'il pouvait fonctionner. Nous avons commencé à mettre tout en place. D'abord, Maître Dubois a envoyé une lettre officielle à Thomas, l'informant qu'il commettait un délit en m'empêchant d'accéder à ma propriété et qu'il avait 48 heures pour me rendre mes clés. Thomas a appelé le soir même, furieux. Il criait au téléphone, disant que j'exagérais, que je voulais ruiner sa vie, que Martine était déjà installée et qu'il ne pouvait pas revenir en arrière maintenant. Je lui ai répondu calmement que c'était lui qui avait choisi cette voie, que j'avais essayé de trouver d'autres solutions, mais qu'il n'avait rien voulu entendre. Il a menacé de ne plus jamais me parler si je continuais dans cette direction. Mon cœur saignait, mais je tenais bon. Je lui ai dit que s'il voulait jouer à ce jeu-là, nous allions jouer, mais qu'il ne connaissait pas toutes les cartes que j'avais en main. Il a raccroché violemment. 48 heures plus tard, rien. Thomas n'avait pas bougé. Maître Dubois a donc lancé la procédure légale. Un huissier s'est présenté à ma maison avec l'ordre de me permettre d'entrer. Céline était là et elle était livide. Elle a essayé d'empêcher l'huissier d'entrer, mais il lui a expliqué qu'elle n'avait pas le choix. Je suis entrée dans ma maison et j'ai eu un coup au cœur. Ils avaient déjà commencé à changer des choses. Mes rideaux avaient été enlevés, certains de mes meubles avaient disparu, il y avait des cartons partout avec les affaires de Martine. Dans ma propre chambre, celle que j'avais partagée avec Pierre, Martine avait installé son lit et ses affaires. J'ai demandé à l'huissier de tout constater officiellement. Il a pris des photos de chaque pièce, de tous les changements qu'ils avaient faits sans mon autorisation. Céline me suivait partout en m'insultant, me traitant de vieille égoïste, disant que j'allais le regretter. Martine était dans le salon, faisant semblant d'être malade et fragile, mais je voyais bien qu'elle était en pleine forme. Quand l'huissier est parti, je me suis assise dans mon salon et j'ai dit à Céline et Martine qu'elles avaient 24 heures pour rassembler leurs affaires et partir. Céline a ri et m'a dit que Thomas ne me le pardonnerait jamais, que j'étais en train de détruire ma relation avec mon fils. J'ai répondu que c'était lui qui avait détruit notre relation en me traitant comme une étrangère. Cette nuit-là, je suis restée dans ma maison. J'avais fait changer les serrures par un serrurier d'urgence. Eliane est venue me tenir compagnie. Nous avons parlé toute la nuit et elle m'a encouragée à aller jusqu'au bout. Mais au fond de moi, j'avais le cœur brisé. Comment ma vie avait-elle pu basculer ainsi? Et surtout, qu'allait-il se passer maintenant? Le lendemain matin, Thomas est arrivé très tôt. Il était accompagné de Céline et ils avaient l'air déterminés. J'ai ouvert la porte et Thomas s'est avancé vers moi avec une expression que je ne lui connaissais pas. Un mélange de colère et de quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à identifier. Il m'a demandé comment je pouvais faire ça à ma propre famille, comment je pouvais mettre sa belle-mère à la rue alors qu'elle était malade. J'ai gardé mon calme et je lui ai répondu que Martine ne semblait pas si malade que ça et que de toute façon, ce n'était pas mon problème. Il était de leur responsabilité de trouver une solution pour elle, pas de voler ma maison. Céline s'est mise à hurler,
disant que j'étais une femme horrible, que je ne méritais pas d'avoir un fils comme Thomas. Elle a ajouté que tout le monde dans le quartier savait maintenant quel genre de personne j'étais vraiment. Je l'ai regardée droit dans les yeux et je lui ai dit que je savais exactement ce qu'elle faisait depuis le début, qu'elle avait monté Thomas contre moi, qu'elle avait tout planifié pour me prendre ma maison. Céline a pâli légèrement, mais elle a continué à crier. Thomas, lui, restait silencieux, comme s'il commençait à réaliser quelque chose. J'ai invité Thomas à entrer seul, sans Céline. Il a hésité, mais il est finalement entré. Nous nous sommes assis dans le salon, celui où il avait grandi, où nous avions passé tant de moments heureux. Je lui ai dit que j'avais quelque chose d'important à lui révéler. J'ai commencé à lui expliquer la situation financière réelle. Je lui ai parlé des appartements que son père avait achetés, des revenus mensuels que je recevais depuis 25 ans, de l'argent que j'avais mis de côté pour lui. Thomas était sous le choc. Il ne savait rien de tout ça. Il m'a demandé pourquoi je ne lui avais jamais rien dit. Je lui ai expliqué que je voulais qu'il apprenne à se débrouiller seul, qu'il construise sa propre vie sans compter sur un héritage. Je lui ai dit que j'avais toujours prévu de tout lui laisser, que j'avais travaillé dur pour préserver ce patrimoine pour lui. Mais maintenant, après ce qu'il m'avait fait, je ne savais plus si je pouvais lui faire confiance. Thomas avait les larmes aux yeux. Il a commencé à dire quelque chose, mais je l'ai arrêté. Je lui ai dit qu'il devait d'abord écouter tout ce que j'avais à dire. Je lui ai expliqué que depuis son mariage avec Céline, j'avais remarqué des changements en lui. Il était devenu distant, froid, parfois même méchant avec moi. Je savais que Céline le manipulait, qu'elle lui mettait des idées dans la tête. J'avais gardé le silence parce que je voulais qu'il soit heureux, même si ça signifiait m'éloigner de sa vie. Mais ce qui s'était passé ces dernières semaines avait dépassé toutes les limites. Il m'avait chassée de ma propre maison. Il m'avait traitée comme une étrangère, comme si je ne comptais pas. Thomas pleurait maintenant ouvertement. Il m'a dit qu'il était désolé, qu'il ne savait pas ce qui lui était passé par la tête, que Céline lui avait dit que c'était la seule solution, que sa mère était vraiment malade. Je lui ai demandé s'il avait vérifié l'état de santé de Martine ou s'il avait simplement cru Céline sur parole. Thomas est resté silencieux. Il a admis qu'il n'avait jamais vu de certificat médical, que Céline lui disait que c'était urgent et qu'il fallait agir vite. J'ai soupiré et je lui ai dit que Martine était en parfaite santé, que c'était évident pour quiconque la regardait attentivement. Tout ça n'était qu'un plan pour me prendre ma maison. Thomas semblait effondré. Il réalisait enfin ce qu'il avait fait. Il m'a supplié de lui pardonner, disant qu'il avait été aveuglé, qu'il ne voulait pas me perdre. Mais j'avais besoin de temps. Les blessures qu'il m'avait infligées étaient trop profondes. Je lui ai dit qu'il devait d'abord réparer ce qu'il avait cassé. Céline et Martine devaient partir immédiatement de ma maison. Tous mes meubles et affaires devaient être remis à leur place. Et surtout, il devait avoir une conversation honnête avec sa femme sur leur mariage et sur la façon dont elle me traitait. Thomas a hoché la tête et est sorti pour parler à Céline. J'ai entendu des cris venant de l'extérieur. Céline hurlait qu'il était faible, qu'il se laissait manipuler par moi, que sa mère avait vraiment besoin d'aide. Thomas a fini par hausser la voix, quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il a dit à Céline que sa mère allait très bien, qu'elle l'avait manipulée et que ça suffisait. Le silence qui a suivi était pesant. Puis j'ai entendu Céline dire que si c'était comme ça, elle rentrait chez elle et que Thomas devait choisir entre elle et moi. Mon fils est resté silencieux pendant un long moment. Je retenais mon souffle, attendant sa réponse. Et ce qu'il a dit ensuite a changé toute la situation. Thomas a dit à Céline qu'il choisissait sa mère, que ce qu'ils avaient fait était impardonnable et qu'ils ne pouvaient plus continuer comme ça. Céline a explosé. Elle hurlait qu'il était ingrat, qu'elle avait sacrifié sa carrière pour lui, qu'elle méritait mieux. Martine s'en est mêlée, accusant Thomas d'être un fils indigne qui abandonnait sa belle-mère malade. Mais Thomas tenait bon. Il leur a dit qu'elles avaient 24 heures pour quitter la maison et que c'était non négociable. Céline a claqué la porte en partant, Martine sur ses talons, toutes les deux crachant des insultes. Une fois le calme revenu, Thomas est revenu vers moi. Il avait l'air épuisé, vidé. Il s'est assis à côté de moi et m'a pris la main. Il m'a dit qu'il était désolé, vraiment désolé pour tout. Il ne savait pas comment il avait pu être aussi aveugle. J'ai serré sa main
et je lui ai dit que Céline l'avait manipulé, qu'elle était très douée pour ça, mais que maintenant, il devait faire face aux conséquences de ses choix. Thomas m'a demandé ce qu'il devait faire. Je lui ai dit qu'il devait d'abord réfléchir à son mariage, à ce qu'il voulait vraiment, et ensuite nous pourrions parler de nous, de notre relation mère-fils. Les jours suivants ont été étranges. Céline appelait Thomas sans arrêt, alternant entre les menaces et les supplications. Elle disait qu'elle l'aimait, qu'elle avait juste voulu aider sa mère, qu'elle ne comprenait pas pourquoi il réagissait ainsi. Mais Thomas commençait à voir clair dans son jeu. Il a découvert que Martine n'avait aucun problème de santé sérieux, qu'elle voulait juste une plus grande maison et que Céline avait profité de la situation pour essayer de me déloger. Thomas était furieux d'avoir été manipulé de cette façon. Il a commencé à repenser à tous les moments où Céline avait essayé de nous séparer, toutes les fois où elle avait fait des commentaires négatifs sur moi, et il réalisait enfin le pattern. Une semaine après l'incident, Thomas est venu me voir avec une proposition. Il voulait divorcer de Céline, mais il avait peur de se retrouver seul. Je lui ai dit que ce n'était pas une raison pour rester dans un mariage toxique, qu'il méritait quelqu'un qu'il aime vraiment et qui respecte sa famille. Thomas a pleuré dans mes bras comme il ne l'avait pas fait depuis qu'il était enfant. Pendant ce temps, Céline ne lâchait pas prise. Elle a commencé à répandre des rumeurs dans le quartier, racontant que j'avais monté Thomas contre elle, que j'étais une belle-mère toxique qui ne supportait pas de voir son fils heureux. Certaines personnes la croyaient, d'autres voyaient clair dans son jeu. Mes vrais amis sont venus me soutenir et m'ont raconté que Céline avait essayé de les convaincre de prendre son parti. Eliane était furieuse et voulait confronter Céline publiquement, mais je l'ai retenue. Je savais que la vérité finirait par éclater. Un jour, alors que je faisais mes courses au marché de la Croix-Rousse, j'ai croisé Martine. Elle m'a regardée avec mépris et m'a dit que j'allais le regretter, que Céline et elle allaient tout faire pour me détruire. Je l'ai regardée calmement et je lui ai dit que si elle continuait à propager des mensonges, je n'hésiterais pas à porter plainte pour diffamation. Martine a ricané, mais je voyais dans ses yeux qu'elle était inquiète. Le soir même, j'ai reçu un appel de Maître Dubois. Il m'informait que Céline avait tenté de contester mon droit de propriété sur la maison, prétendant que Thomas avait des droits dessus. Mais Maître Dubois avait tous les documents prouvant que la maison était entièrement à mon nom et que Thomas n'y avait aucun droit tant que j'étais en vie. Thomas, de son côté, avait pris la décision de lancer la procédure de divorce. Céline n'en revenait pas. Elle pensait qu'il finirait par revenir vers elle. Mais Thomas était déterminé. Il avait consulté un avocat spécialisé en droit de la famille et commençait les démarches. Céline a essayé toutes les tactiques possibles. Elle a d'abord pleuré, supplié, promis de changer, puis elle est devenue agressive, menaçant de prendre tout ce qu'il avait dans le divorce. Finalement, elle a essayé de le faire culpabiliser en parlant de sa mère. Mais Thomas ne se laissait plus manipuler. Il avait compris que leur mariage était construit sur des mensonges et de la manipulation. Un mois après le début de la procédure de divorce, quelque chose d'inattendu s'est produit. Thomas est venu me voir, l'air grave. Il m'a dit qu'il avait découvert quelque chose sur Céline, quelque chose qui allait tout changer. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait et ce qu'il m'a révélé m'a coupé le souffle. Céline avait menti sur bien plus que l'état de santé de sa mère. Elle avait caché des dettes importantes, elle avait des problèmes au travail et elle avait prévu depuis le début de prendre ma maison pour la vendre et rembourser ses créanciers. Thomas avait trouvé des documents dans leurs affaires communes qui prouvaient tout ça. Thomas m'a montré les documents qu'il avait découverts. Il y avait des lettres de relance de banque, des menaces de poursuite judiciaire, des emails entre Céline et sa mère planifiant toute l'opération. Dans un des emails, Martine écrivait clairement qu'une fois qu'elles auraient de la maison, elle pourrait la vendre rapidement car le quartier était très recherché et qu'elles se partageraient de l'argent. Thomas n'était même pas mentionné dans leur plan. Elles avaient prévu de divorcer de lui une fois la maison vendue. Je regardais ces documents et je ne pouvais pas croire à quel point ces deux femmes avaient été calculatrices et cruelles. Thomas était effondré. Il réalisait qu'il avait été utilisé depuis le début, que Céline ne l'avait jamais vraiment aimé. Elle avait vu en lui une opportunité, un moyen d'accéder à ce qu'elle pensait être une fortune familiale. J'ai pris mon fils dans mes bras et je lui ai dit que ce n'était pas sa faute,
qu'il avait été manipulé par une personne experte en manipulation. Nous avons passé la soirée à parler, vraiment parler, pour la première fois depuis des mois. Thomas m'a raconté comment Céline l'avait progressivement isolé de moi, comment elle critiquait chacune de mes actions, comment elle le faisait se sentir coupable chaque fois qu'il voulait passer du temps avec moi. Le lendemain, Thomas et son avocat ont ajouté ces nouveaux éléments au dossier de divorce. Avec les preuves de fraude et de manipulation, la situation juridique de Céline devenait très compliquée. L'avocat a expliqué que Thomas pourrait même demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Quand Céline a été informée que Thomas avait découvert ses plans, elle a complètement changé de stratégie. Elle a essayé de minimiser, disant que ce n'était que des idées en l'air, que sa mère et elle n'étaient pas sérieuses. Mais les preuves étaient accablantes. Les emails étaient très détaillés, mentionnant même le nom d'une agence immobilière qu'elles avaient contactée pour évaluer le prix de ma maison. Martine avait même envoyé des photos de ma maison à cette agence sans ma permission. Maître Dubois m'a conseillé de porter plainte pour violation de propriété privée et tentative d'escroquerie. J'ai hésité, non pas pour protéger Céline, mais parce que je ne voulais pas que Thomas souffre davantage. Mais Thomas lui-même m'a encouragé à le faire. Il m'a dit que ces femmes devaient répondre de leurs actes, que sinon elles recommenceraient avec quelqu'un d'autre. J'ai donc porté plainte. La police a ouvert une enquête et a convoqué Céline et Martine pour les interroger. Céline a essayé de jouer la carte de la victime, prétendant que j'exagérais, que tout ça était un malentendu. Mais face aux preuves, elle a fini par craquer et admettre qu'elles avaient effectivement planifié de prendre la maison. Cependant, elle a prétendu que c'était juste un rêve, qu'elle n'aurait jamais vraiment mis ce plan à exécution. Martine, de son côté, a tout nié en bloc, accusant sa propre fille d'avoir tout inventé. C'était pathétique de les voir se retourner l'une contre l'autre. L'enquête a révélé encore plus de choses. Céline avait des antécédents de comportement manipulateur dans ses relations précédentes. Un de ses ex-petits amis a même témoigné qu'elle avait essayé de lui soutirer de l'argent en inventant des histoires. Elle avait un pattern bien établi de chercher des hommes avec des situations financières confortables et d'essayer d'en profiter. Thomas était dévasté d'apprendre tout ça, mais aussi soulagé d'avoir échappé à ce qu'il aurait pu devenir. Le procès en divorce avançait rapidement. Avec toutes les preuves de manipulation et de fraude, l'avocat de Céline avait peu d'arguments. Pendant ce temps, ma vie reprenait progressivement un cours normal. J'avais retrouvé ma maison, mes affaires, mon quotidien. Thomas venait me voir régulièrement et nous reconstruisions lentement notre relation. Il était redevenu le fils attentionné que j'avais connu avant Céline. Il s'excusait souvent pour tout ce qu'il m'avait fait subir et je lui répétais que l'important était qu'il ait ouvert les yeux. Nous parlions beaucoup de son père, de notre vie d'avant, des souvenirs heureux. Thomas me disait qu'il avait oublié qui il était vraiment, qu'il s'était perdu dans cette relation toxique. Un soir, alors que nous dînions ensemble, Thomas m'a dit quelque chose qui m'a profondément touchée. Il m'a dit que j'étais la femme la plus forte qu'il connaissait, que j'avais survécu à la mort de son père, que je l'avais élevé seule, que j'avais travaillé dur toute ma vie et que même quand il m'avait trahi de la pire des façons, j'avais eu la force de me défendre et de lui ouvrir les yeux. Il m'a remercié de ne pas avoir abandonné, de ne pas l'avoir laissé se perdre complètement. Nous avons pleuré ensemble ce soir-là, mais c'était des larmes de guérison, de retrouvailles. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Céline avait une dernière carte à jouer et ce qu'elle allait faire nous a tous pris par surprise. 3 semaines avant l'audience finale du divorce, Céline a contacté Thomas. Elle lui a demandé de la rencontrer, disant qu'elle voulait s'excuser et tout arranger à l'amiable. Thomas était hésitant, mais son avocat lui a conseillé d'accepter, en étant accompagné bien sûr. Ils se sont retrouvés dans un café du centre de Lyon. Céline avait l'air différente, plus vulnérable, moins arrogante. Elle a commencé par s'excuser pour tout ce qu'elle avait fait, admettant qu'elle avait été aveuglée par les problèmes financiers de sa mère et les siens. Elle a dit qu'elle regrettait sincèrement d'avoir manipulé Thomas et de m'avoir fait du mal. Thomas l'écoutait en silence. Puis Céline a fait une proposition étonnante. Elle a dit qu'elle était prête à renoncer à tout ce qu'elle pourrait obtenir dans le divorce, à condition que je retire ma plainte contre elle et sa mère.
Elle a expliqué qu'un casier judiciaire ruinerait définitivement sa carrière et celle de sa mère. Thomas a dit qu'il devait m'en parler d'abord, que ce n'était pas sa décision à prendre seul. Céline a accepté et ils se sont quittés. Le soir même, Thomas est venu chez moi pour me raconter cette rencontre. J'étais surprise par la proposition de Céline. Était-elle sincèrement repentante ou était-ce encore une manipulation? Nous avons passé plusieurs jours à réfléchir. J'ai consulté Maître Dubois qui m'a dit que juridiquement, la plainte pouvait aboutir à des condamnations, mais que ça prendrait du temps et de l'énergie. Il m'a demandé ce que je voulais vraiment. Voulais-je punir Céline et Martine ou voulais-je simplement retrouver ma tranquillité et ma relation avec mon fils? La réponse m'est apparue clairement. Je ne voulais pas passer les prochains mois dans des tribunaux, à revivre encore et encore cette période douloureuse. Je voulais tourner la page et profiter de ma vie, de ma maison retrouvée, et surtout de ma relation reconstituée avec Thomas. J'ai décidé d'accepter la proposition de Céline, mais avec des conditions. J'ai demandé à ce qu'elle et sa mère signent un document reconnaissant publiquement leur tentative d'escroquerie et s'engageant à ne plus jamais me contacter ou m'approcher. Je voulais aussi qu'elle rembourse tous les frais juridiques que j'avais engagés. Maître Dubois a rédigé un document légal très strict. Si elle violait l'une de ces conditions, la plainte serait immédiatement réactivée et les preuves seraient transmises au procureur. Céline et Martine ont accepté toutes les conditions sans discuter. Elles ont signé le document devant notaire et m'ont remboursé intégralement. Le divorce a été prononcé rapidement après ça. Thomas et Céline se sont séparés officiellement. Céline a quitté Lyon pour aller vivre à Paris, espérant probablement recommencer une nouvelle vie loin de tous ceux qui connaissaient son histoire. Martine est retournée vivre dans son propre appartement, qui, nous l'avons découvert plus tard, était tout à fait convenable et bien situé. Toute l'histoire de ses problèmes de santé et de logement n'était qu'un mensonge. Thomas a emménagé temporairement dans un petit appartement en attendant de trouver quelque chose de plus permanent. Il passait beaucoup de temps chez moi. Nous rattrapions toutes ces années où Céline nous avait séparés. Nous cuisinions ensemble, nous allions nous promener au parc de la Tête d'Or, nous parlions pendant des heures. C'était comme retrouver mon fils, le vrai Thomas, celui que j'avais élevé avec tant d'amour. Un jour, alors que nous préparions un gratin dauphinois, la spécialité de son père, Thomas m'a posé une question que je redoutais. Il m'a demandé ce que j'allais faire de mon héritage, si j'allais quand même lui laisser les appartements et l'argent après ce qu'il m'avait fait. Je me suis arrêtée de couper mes pommes de terre et je l'ai regardé dans les yeux. Je lui ai dit que oui, tout serait toujours pour lui. Il était mon fils unique et malgré ce qui s'était passé, je savais qu'il avait été manipulé, qu'il n'avait pas agi avec malveillance, mais avec aveuglement. Je lui ai expliqué que les erreurs font partie de la vie, que l'important était d'en tirer des leçons et de grandir. Thomas avait les larmes aux yeux. Il m'a dit qu'il ne méritait pas ma générosité, qu'il avait été horrible avec moi. Je lui ai répondu que c'était justement parce qu'il reconnaissait ses erreurs qu'il méritait une seconde chance. Son père aurait voulu qu'il hérite de tout ce que nous avions construit ensemble, et je n'allais pas changer ça à cause de quelques mois difficiles. Thomas m'a serré dans ses bras et m'a remercié d'être la meilleure mère du monde. Nous avons pleuré ensemble, mais c'était des larmes de soulagement et de réconciliation. Le gratin ce soir-là était particulièrement délicieux, peut-être parce que nous l'avions préparé avec le cœur léger pour la première fois depuis longtemps. Les semaines suivantes, notre vie a continué à s'améliorer. Thomas avait trouvé un bel appartement pas loin de chez moi et nous nous voyions plusieurs fois par semaine. Il avait repris confiance en lui et s'investissait davantage dans son travail. Ses collègues remarquaient le changement positif en lui. Quelques mois après toute cette histoire, alors que je pensais que tout était enfin derrière nous, j'ai reçu un appel inattendu. C'était une femme qui s'appelait Sophie. Elle m'a expliqué qu'elle était la sœur de Céline et qu'elle voulait me rencontrer pour me parler. J'étais méfiante au début, craignant une nouvelle manipulation, mais quelque chose dans sa voix semblait sincère. J'ai accepté de la voir dans un café public, avec Eliane à mes côtés pour me soutenir. Sophie est arrivée, une femme d'environ 40 ans, élégante et avec un regard triste. Elle s'est assise et a commencé à s'excuser pour sa sœur et sa mère. Elle m'a raconté que toute sa vie, elle avait vu Céline manipuler les gens autour d'elle. Leur mère, Martine,
encourageait ce comportement au lieu de le corriger. Sophie avait essayé plusieurs fois de raisonner sa sœur, mais Céline ne l'écoutait jamais. Elle m'a dit qu'elle avait entendu parler de toute l'histoire par des amis communs et qu'elle voulait me présenter ses excuses personnellement. Elle était horrifiée par ce que sa famille m'avait fait subir. Sophie m'a également révélé quelque chose d'important. Elle m'a dit que Céline avait fait la même chose avec 2 autres hommes avant Thomas, mais que ces histoires n'avaient jamais abouti car les familles avaient réagi à temps. J'écoutais Sophie avec attention. Elle semblait vraiment différente du reste de sa famille. Elle m'a expliqué qu'elle n'avait presque plus de contact avec sa mère et sa sœur à cause de leur comportement toxique. Elle avait construit sa propre vie, loin d'elle, et elle était heureuse comme ça. Elle m'a dit quelque chose qui m'a touchée. Elle m'a dit qu'elle admirait ma force et ma capacité à pardonner, que peu de personnes auraient eu cette générosité après avoir été traitées ainsi. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure et j'ai senti que Sophie était quelqu'un de bien, quelqu'un qui avait souffert elle aussi de sa famille dysfonctionnelle. Avant de partir, elle m'a laissé son numéro en me disant que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je pouvais l'appeler. Je l'ai remerciée pour sa démarche et nous nous sommes quittés en bons termes. Eliane, qui avait assisté à toute la conversation, était émue. Elle m'a dit que c'était une preuve supplémentaire, que dans chaque famille, il y a des personnes bonnes et des personnes mauvaises, et qu'il ne faut jamais généraliser. J'ai raconté cette rencontre à Thomas le soir même. Il était surpris, mais content qu'au moins un membre de la famille de son ex-femme soit quelqu'un de bien. La vie continuait à s'améliorer. Thomas avait commencé à sortir avec une collègue, une femme charmante nommée Amélie, qui travaillait dans le département marketing de son entreprise. Il me l'a présentée un dimanche après-midi et j'ai tout de suite vu la différence avec Céline. Amélie était chaleureuse, respectueuse, intéressée par ce que je disais. Elle posait des questions sur ma vie, sur mon passé, sur Pierre. Elle voulait vraiment me connaître, pas par obligation, mais par réel intérêt. Nous avons passé un après-midi merveilleux tous les 3. Amélie a complimenté ma maison, mes rosiers dans le jardin. Elle a même demandé à voir des photos de Thomas enfant. En la regardant rire avec mon fils, j'ai senti mon cœur se remplir de joie. Thomas méritait quelqu'un comme elle, quelqu'un qui l'aimait pour lui-même et qui respectait sa famille. Les mois ont passé et leur relation devenait de plus en plus sérieuse. Amélie venait souvent à la maison et nous cuisinions ensemble. Elle aimait apprendre mes recettes traditionnelles et elle partageait aussi les siennes. C'était le genre de relation belle-mère et belle-fille que j'avais toujours rêvé d'avoir. 1 an après leur rencontre, Thomas est venu me voir avec Amélie. Ils avaient quelque chose d'important à m'annoncer. Thomas a pris la main d'Amélie et m'a dit qu'ils allaient se marier. Mais avant de faire quoi que ce soit, il voulait ma bénédiction. J'ai regardé ces 2 jeunes gens qui me regardaient avec espoir et amour et j'ai senti les larmes couler sur mes joues. Bien sûr que je leur donnais ma bénédiction. J'étais tellement heureuse pour eux. Amélie s'est levée et m'a serrée dans ses bras en me remerciant. Elle m'a dit qu'elle avait de la chance d'avoir une belle-mère comme moi et qu'elle ferait tout pour rendre Thomas heureux. Je lui ai répondu que je le savais déjà, que je voyais comment ils s'aimaient. Le mariage a été célébré 6 mois plus tard dans une jolie salle près des quais de la Saône. C'était une cérémonie simple mais élégante, entourée de familles et d'amis proches. J'étais assise au premier rang, portant une belle robe bleue qu'Amélie m'avait aidée à choisir. Quand Thomas et Amélie ont échangé leurs vœux, j'ai pleuré de joie. Mon fils avait enfin trouvé le bonheur avec quelqu'un qui le méritait vraiment. Pendant la réception, Thomas a fait un discours émouvant. Il a parlé de moi, de tout ce que j'avais fait pour lui, de comment j'avais été forte quand il avait failli tout gâcher. Il a remercié Amélie de lui avoir montré ce qu'était le véritable amour, basé sur le respect et l'honnêteté. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle. 1 an après leur mariage, Amélie et Thomas m'ont annoncé qu'ils attendaient un bébé. J'allais devenir grand-mère. C'était l'une des plus belles nouvelles de ma vie. Pendant toute la grossesse, j'ai été présente pour eux, mais sans être envahissante. J'avais appris de mon expérience avec Céline l'importance de respecter l'espace du jeune couple. Amélie appréciait ma présence et me demandait souvent des conseils, ce qui me touchait énormément. Quand ma petite fille Louise est née, j'ai senti mon cœur exploser de bonheur. Cette petite créature parfaite, avec ses yeux bleus comme ceux de son grand-père Pierre, représentait un nouveau départ pour notre famille.
En tenant Louise dans mes bras pour la première fois, j'ai repensé à tout ce que nous avions traversé. Les moments difficiles avec Céline, la trahison de Thomas, la lutte pour garder ma maison, tout cela semblait maintenant faire partie d'une autre vie. Nous avions survécu à la tempête et nous en étions sortis plus forts et plus unis. Thomas était devenu un père merveilleux et un fils encore meilleur. Il venait me voir régulièrement avec Amélie et Louise. Nous passions des dimanches en famille, remplis de rire et d'amour. Amélie avait vraiment intégré notre famille et je la considérais comme la fille que je n'avais jamais eue. Un après-midi, alors que nous étions tous dans mon jardin en train de regarder Louise essayer de faire ses premiers pas, j'ai reçu un message inattendu. C'était de Sophie, la sœur de Céline. Elle me demandait si je pouvais la rappeler car elle avait quelque chose d'important à me dire. J'ai rappelé immédiatement, curieuse et un peu inquiète. Sophie m'a annoncé que Céline était revenue à Lyon et qu'elle essayait de retrouver Thomas. Apparemment, sa vie à Paris n'avait pas été aussi belle qu'elle l'espérait et elle était maintenant dans une situation difficile. Sophie voulait me prévenir au cas où Céline essaierait de nous contacter. J'ai remercié Sophie pour son honnêteté et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Nous étions préparés à affronter n'importe quelle situation. J'ai informé Thomas de cet appel. Au lieu de paniquer, il a simplement souri et m'a dit que Céline ne pouvait plus rien contre nous, que nous étions une famille forte maintenant et que personne ne pourrait nous séparer. Amélie, qui écoutait la conversation, a pris ma main et m'a dit que nous ferions face ensemble à tout ce qui pourrait arriver. Effectivement, quelques jours plus tard, Céline a essayé de contacter Thomas par téléphone et par message. Elle prétendait vouloir s'excuser une nouvelle fois et peut-être reprendre contact. Thomas n'a même pas répondu. Il a simplement bloqué son numéro et a continué sa vie. Céline a alors essayé de venir à son bureau, mais la sécurité ne l'a pas laissée entrer. Elle a même tenté de m'approcher un jour au marché, mais dès que je l'ai vue, je lui ai dit calmement mais fermement que si elle ne respectait pas les termes du document qu'elle avait signé, je réactiverais immédiatement la plainte. Céline a réalisé qu'elle n'avait plus aucun pouvoir sur nous et elle a finalement disparu de nos vies définitivement. Les années ont passé paisiblement. Louise a grandi entourée d'amour, devenant une petite fille joyeuse et curieuse. Thomas et Amélie ont eu un deuxième enfant, un petit garçon qu'ils ont appelé Pierre, en hommage à mon défunt mari. Ma maison est devenue le centre de notre famille, l'endroit où nous nous réunissons pour les fêtes, les anniversaires, les dimanches ordinaires. Mon salon, qui avait été témoin de tant de douleurs et de trahisons, est maintenant rempli de rires d'enfants et de moments heureux. Aujourd'hui, à 75 ans, je regarde ma vie avec satisfaction. J'ai traversé des épreuves difficiles, j'ai perdu mon mari trop tôt, j'ai failli perdre mon fils à cause de la manipulation, mais j'ai survécu à tout ça. J'ai appris que la force ne vient pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. Je regarde Thomas jouer avec ses enfants dans mon jardin, le même jardin où il jouait quand il était petit, et je me dis que Pierre serait fier de l'homme qu'il est devenu. Il a fait des erreurs, de grosses erreurs, mais il a eu le courage de les reconnaître et de les réparer. C'est ça qui compte vraiment. Amélie est en train de préparer le déjeuner dans ma cuisine. Elle chante une chanson douce. Louise arrive en courant vers moi et grimpe sur mes genoux en me demandant de lui raconter une histoire. Je la serre contre moi et je commence à lui parler de son grand-père Pierre, de notre amour, de notre vie ensemble. Ces moments simples sont les plus précieux. Ils sont ceux pourquoi j'ai lutté, pourquoi j'ai refusé d'abandonner ma maison et ma dignité. Cette maison n'est pas juste des murs et un toit. Elle est le symbole de tout ce que j'ai construit, de tout ce que je représente. Elle est mon héritage, pas seulement matériel, mais émotionnel. En regardant ma famille réunie autour de moi, je réalise que j'ai gagné bien plus qu'une simple bataille juridique. J'ai gagné le respect de mon fils, l'amour d'une belle-fille merveilleuse et la joie d'être grand-mère. Si je devais donner un conseil à toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, ce serait celui-ci. Ne laissez jamais personne vous enlever ce qui vous appartient, que ce soit une maison, votre dignité ou votre place dans la vie de ceux que vous aimez. Battez-vous pour ce qui est juste, même quand ceux que vous aimez sont contre vous. Parfois, l'amour véritable signifie être assez fort pour dire non, pour poser des limites, pour exiger le respect qu'on mérite. Ma vie n'a pas été un conte de fées,
Elle a été remplie de défis et de douleurs, mais elle a aussi été remplie d'amour, de persévérance et finalement de victoire. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que je suis heureuse, entourée de ma famille, dans ma maison, celle pour laquelle j'ai tant lutté. Et quand je ferme les yeux le soir, je sais que Pierre me regarde de là-haut et qu'il est fier de moi, fier de nous, fier de la famille que nous avons créée ensemble. Cette maison résonnera encore longtemps des rires de mes petits-enfants. Et quand je ne serai plus là, elle appartiendra à Thomas, comme ça a toujours été prévu. Mais cette fois, il saura vraiment la valeur de ce qu'il possède, pas seulement en termes financiers, mais en termes d'histoire, d'amour et de famille. Et c'est peut-être ça, la plus grande leçon de toute cette histoire. Ce qui compte vraiment dans la vie, ce ne sont pas les maisons ou l'argent, mais les personnes qu'on aime et qui nous aiment en retour.